Bienvenue à la CCI Marne-Ardenne. Merci à elle de nous accueillir ce soir. Bienvenue à cette table ronde. Alors nous sommes Pierre-François Berrier, Anne Lebris, et nous allons co-animer cette soirée au cours de laquelle on va échanger, partager, débattre peut-être même sur le sujet de l'agriculture pour une société bas carbone. Et donc on va parler de tout ce qui est agrocarburant, les énergies, biomatériaux, tous les matériaux que l'agriculture nous fournit, et aussi bien sûr de tout ce qui est alimentation et la balance qu'il peut avoir avec l'alimentation. Et pour débuter, nous allons démarrer avec Régis Janvier, qui est le président de l'association Carbone Éthique, qui va nous dépeindre un peu tous ces enjeux liés à l'agriculture dans un monde bas carbone. Et juste pour vous présenter rapidement l'association Carbone Éthique. Donc pourquoi on fait quelque chose avec Carbone Éthique aujourd'hui? C'est parce qu'en fait on a fait notre séminaire pour cette association toute la semaine et on s'est dit on va faire une table ronde pour essayer de parler d'une activité économique qui est majeure dans la région, l'agriculture. Et comme nous, on parle beaucoup de notre boulot, c'est de travailler sur le changement climatique. La Carbone Éthique, c'est un ensemble d'experts et d'entreprises qui sont engagés pour emmener la société et les entreprises vers la sobriété carbone. Voilà. Régis, à toi. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc, bonjour. On va effectivement en fait passer cette soirée sur la thématique de la place de l'agriculture dans un monde bas carbone. Et nous le savons tous, en fait, le changement climatique est là. C'est un enjeu majeur en fait pour nos sociétés en termes d'adaptation. Donc, d'un côté, devoir réduire nos émissions, mais de l'autre aussi devoir s'adapter en fait aux conséquences du changement climatique. Et il nous est apparu en fait important de parler en fait de la place de l'agriculture et en particulier de la production végétale dans ce cadre-là. Alors, la production végétale, on va, alors si le PowerPoint peut marcher évidemment, voilà, en fait on va parler de la place du végétal dans le monde et dans l'humanité. Alors elle est centrale cette place, parce qu'en fait déjà 100% de notre alimentation est d'origine végétale, et que quand vous mangez un poulet ou quand vous mangez du bœuf, en fait vous mangez du végétal par interposition. Et évidemment qu'avant l'apparition des énergies fossiles, c'est pareil, en fait 100% de notre énergie était liée au végétal, que ce soit du bois, le bois de chauffage qu'on coupait dans les haies autour des champs, notamment dans les régions bocagères, mais aussi la fraction animale. En fait, l'élevage des chevaux et les races bovines que l'on connaît dans nos régions françaises, y compris les races à viande, charolais, limousin, en fait, c'était des animaux de traction qui servaient en fait de force motrice, et forcément, ça consommait du végétal. Et sur une exploitation, autrefois, le tiers de la surface était consacré en fait à produire de l'énergie, c'est-à-dire à nourrir des animaux de trait. La majeure partie de matières premières était aussi végétale. Les matières premières, principalement, c'est des fibres, du bois, et d'ailleurs, c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. Alors, le végétal, par rapport à l'adaptation au changement climatique, on peut identifier en fait finalement 4 enjeux majeurs. Un enjeu d'adaptation au changement climatique. Il va falloir adapter les pratiques culturales, adapter les végétaux pour pouvoir résister aux sécheresses et puis aux aléas. Il y a un enjeu de matière, des fibres, le lin, le chanvre, entre autres, un enjeu d'énergie, et puis évidemment peut-être aussi un rôle en matière de stockage de carbone, que ce soit dans les sols ou dans les paysages. On verra que ça peut être limité. Alors, sauf que tout ça, ça s'insère dans un enjeu plus global qui est le végétal et l'humanité, et des enjeux beaucoup plus larges. Et en fait, ces enjeux beaucoup plus larges, c'est surtout que il va falloir nourrir 8 milliards d'humains et préserver en fait des conditions de vie sur Terre. Et ça, c'est intrinsèquement lié au végétal. Quand le monde végétal va mal, forcément la biodiversité qui va avec, elle va mal aussi. Alors en termes de production, le végétal, c'est, si on regarde la forêt, la sylviculture et l'agriculture à côté, là c'est des chiffres en millions de tonnes, donc en fait on a 3 milliards de tonnes grosso modo de matières premières qui sont d'origine forestière,
et on a 5 milliards de tonnes de matières premières qui sont en fait des produits issus de l'agriculture de manière directe, plus les productions fourragères, alors qui sont non évaluées à l'échelle mondiale, parce que en fait on a aussi bien des pâturages en alpage que des pâturages dans des steppes, ou des rennes qui broutent du lichen quelque part dans le Grand Nord. Donc en fait, on a des productions fourragères qui s'y rajoutent. Et pour comparer ces chiffres-là, en fait, la production de pétrole aujourd'hui au niveau mondial, c'est aussi 5 milliards de tonnes, grosso modo, 90 millions de barils par jour, 5 milliards de tonnes par an. Et la production de charbon, c'est 8 milliards de tonnes, qui sont censées disparaître de manière assez rapide si on veut sauver notre peau. Et l'agriculture, en fait, c'est effectivement le premier pourvoyeur de matière végétale. Et en même temps, il faut regarder le camembert. En fait, 48 millions de kilomètres carrés sur 150 millions de kilomètres carrés de terre émergée. Ça veut dire que l'agriculture, c'est le tiers des surfaces terrestres qui sont occupées par l'agriculture. Alors, on va faire un zoom sur l'agriculture et le climat en France, parce que on est un petit peu plus concerné par ce territoire. Et en fait, en France, c'est 28 millions d'hectares qui sont consacrés en fait à l'agriculture. Donc c'est un petit peu plus que la moitié de la surface métropolitaine. L'agriculture en France, c'est essentiellement des surfaces qui sont destinées à nourrir des animaux. En fait, 18 millions d'hectares pour nourrir des animaux, 8 millions d'hectares pour nourrir des humains, mais c'est aussi des cultures qui sont industrielles et énergétiques, en fait, que ce soit de la production de bioéthanol, de la production d'huile pour colza, tournesol, pour produire des diesters, mais également des productions sucrières, d'autres types de cultures industrielles, et puis c'est aussi des surfaces de loisirs. Et oui, en fait, l'agriculture permet d'alimenter des activités récréatives, que ce soit boire un bon verre de vin, que ce soit de la bière, que ce soit aussi de jouer au golf, ou aussi les activités équestres qui consomment de la surface agricole. Alors, l'agriculture française, elle n'est pas réservée aux Français. L'agriculture française, elle s'inscrit dans un système mondial, et en fait dans l'équilibre alimentaire mondial. En fait, l'agriculture française, elle nourrit 230 millions d'humains chaque année. Et ça, c'est un solde qui est fait en déduisant les importations et les exportations de végétaux et d'animaux et ce qu'on consomme en France également. Donc, 230 millions d'humains. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les autres régions du monde, finalement, elles pourraient devenir autonomes au niveau alimentaire. Je prends qu'un seul exemple, c'est l'Égypte, en fait. On est à 120 millions d'habitants, un tout petit peu moins. On a 3 millions d'hectares de surface agricole. C'est absolument impossible qu'ils puissent devenir autonomes au niveau alimentaire. Et le jour où on arrête de vendre des céréales aux Égyptiens, les Égyptiens vont s'embarquer sur des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? De quelle manière on prend nos responsabilités dans la sécurité alimentaire mondiale ? Et donc, on va maintenant parler du bilan carbone de l'agriculture, parce qu'en fait, l'agriculture, c'est 85 millions de tonnes de CO2 par an sur grosso modo 350 millions de tonnes pour l'activité économique française. Mais moi je voudrais y porter un regard un peu particulier, c'est qu'on va réattribuer les émissions des différentes surfaces, en fait culture fourragère, céréales consommées et tourteaux importés à chaque espèce animale. Dans les espèces animales, il y a les humains bien sûr. Et en fait, on voit bien que l'élevage de ruminants, en fait aujourd'hui, pèse lourd dans le bilan carbone de l'agriculture française. Alors ça, c'est un calcul qui est fait aussi en réintégrant les importations de tourteaux, de soja en l'occurrence. Faire avec le changement climatique, voilà en fait le point suivant. Faire avec le changement climatique, ça va être de subir des aléas et de s'adapter. Alors au régime des aléas, il y a les sécheresses, mais il y a aussi les inondations. En fait, le changement climatique, c'est un changement de régime de pluie. Et en fait, quand il pleut trop, et quand il pleut plus, ça dure trop longtemps. Et ça, alors il y a... c'est trop mouillé, c'est trop sec, donc le gars c'est un agriculteur, les agriculteurs se plaignent toujours de la météo et puis de l'état hygrométrique du sol. C'est clair que ça a toujours été une contrainte dans l'agriculture, sauf que là en fait les variations deviennent tellement extrêmes que ça devient problématique. Et puis il me semble que cette année, au niveau mondial, on va avoir un petit problème en Russie parce que justement, il y a eu un printemps trop humide là-bas et donc des rendements céréaliers qui, a priori, s'annoncent moins bons que prévu.
L'aridification des sols. Alors l'aridification, c'est quoi? C'est quand un sol devient aride. Un sol qui devient aride, c'est qu'il perd sa capacité à porter des végétaux. Il perd sa capacité à porter des végétaux, donc moins il y a de végétaux, de végétation sur un sol, moins il y a de matière organique dans le sol, parce que c'est la photosynthèse qui permet d'avoir de la matière organique dans le sol. Et quand on n'a plus de photosynthèse, ben on perd progressivement la matière organique du sol. Mais moins il y a de matière organique dans le sol, moins on peut retenir d'eau. Donc en fait, la capacité de rétention d'eau du sol, elle diminue, puis à la fin, elle finit par complètement s'amenuiser. La capacité aussi du sol à absorber l'eau diminue. Donc en gros, ben, on a un sol qui ne stocke plus d'eau. Et on a aussi de l'évapotranspiration. Ben, plus il fait chaud, plus les plantes ont besoin d'évaporer d'eau pour maintenir leur température et leur fonctionnement physiologique. Et donc, on a un effet ciseau qui fait que les plantes ont besoin de plus d'eau et les sols contiennent moins d'eau. Donc, le mécanisme se met en place, les végétaux meurent, la matière organique disparaît et les végétaux vont continuer à mourir et la matière organique va continuer à disparaître. Et ça, c'est le côté redoutable. Alors, changement, s'adapter, c'est changer des espèces. Bon, remplacer du maïs par du sorgho, alors c'est un exemple peut-être un peu bateau, mais n'empêche que c'est le cas dans certaines régions. L'agroécologie, qui est aussi un ensemble, c'est pas une méthode, c'est un ensemble de méthodes d'adaptation, depuis des techniques de préservation d'eau. Donc là, on voit des techniques de 2001, alors ça c'est en Afrique de l'Ouest, mais c'est des techniques qui permettent en fait de capter l'eau en fait, et l'arroser, et donc de maintenir un sol humide. Mais c'est aussi des plantations de haies, donc ça c'est plus chez nous. En fait, les haies, ça a un triple usage dans le paysage agricole. D'une part, ça réduit en fait le vent, donc éventuellement les effets de dessèchement des plantes, alors même si ça concurrence un peu en consommation d'eau avec les cultures, mais ça permet aussi de maintenir une certaine biodiversité et donc une forme de résilience du paysage. Et puis en fait les haies, ça permet aussi, parce qu'une haie ça se taille, ça se coupe, c'est des arbres qu'on va couper régulièrement et ça produit du bois de chauffage. Donc en fait ça contribue aussi à produire de l'énergie en fait, sur le territoire. Et puis dernier point d'adaptation, c'est potentiellement la place des biotechnologies. Alors, il y a les OGM, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi du typage génétique qui permet de sélectionner des plants qui seront adaptés à des conditions, donc d'aller chercher dans d'autres régions des plantes qui seront adaptées aux conditions de demain. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place et c'est des outils pour s'adapter. Alors la rédification, hein, pour revenir dessus, c'est le quart de la planète qui est en voie de désertification et l'Europe est particulièrement touchée. Un exemple, le département des Pyrénées-Orientales, en fait, où on a quand même des pénuries d'eau qui mettent en péril l'avenir de l'agriculture, qui mettent en péril des activités économiques et touristiques. Donc en fait, il y a quand même un sujet très concret. Et puis autre manifestation concrète, cet hiver, les manifestations agricoles, elles ont commencé où? Dans le sud-ouest de la France, à Toulouse, et avec des éleveurs de bovins qui, l'année dernière, en fait, n'avaient pas de quoi nourrir leurs animaux. Ils ont vendu des animaux, ils n'ont plus de cheptel, donc ils n'ont plus de rentrée d'argent, et donc aujourd'hui, ils sont en difficulté financière. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences en fait, économiques, des conséquences sociales, des familles qui sont en difficulté, et ça, c'est le changement climatique. Alors, autre focus, c'est qu'en fait, oui, on va parler d'énergie et de matières premières, et donc de concurrence en fait, sur le végétal. Et le sujet, c'est celui-là, c'est qu'il y a l'alimentation humaine d'un côté, il y a la nutrition animale, ça c'est les deux gros blocs d'aujourd'hui, mais il y a aussi la partie bioénergie, biomatériaux, qui va prendre de la place parce que on veut des bioénergies pour décarboner l'économie, on veut des biomatériaux parce qu'on veut du biosourcé, et puis tout ça, on va devoir, sur des mêmes surfaces, en fait, partager l'usage et partager les destinations, et tout en priorisant l'alimentation humaine, y compris l'export, sécurité alimentaire mondiale, remplacer des énergies fossiles par du végétal, dans quelles limites, et puis la place des animaux, comment on utilise les animaux pour valoriser le non consommable, c'est-à-dire qu'en fait on a toujours dans des céréales qui sont impropres à la consommation humaine, dans des process, production de bière, on a des drèches, ça peut nourrir des animaux, production d'huile, on a des tourteaux, ça peut nourrir des animaux, et puis on a des surfaces qui ne sont pas cultivables, parce que c'est des sols en pente, parce que c'est des sols humides, parce que c'est des surfaces où il y a une biodiversité particulière, et là il y a peut-être une place pour l'élevage dans ces territoires. Alors, tant qu'on est sur le côté compétition, concurrence, les cultures à vocation énergétique,
il y a de la compétition avec certaines cultures. On le voit notamment pour le bioéthanol et puis les diesters. Ben, effectivement, quand on a un champ de blé en fait, qui est destiné à produire du bioéthanol, il ne va pas être destiné à produire de la farine pour faire des pizzas. Donc, il y a bien une concurrence sur l'alimentation, et puis on ne fait pas deux cultures sur la même parcelle pour ça. Par contre, on peut aussi avoir de la complémentarité. La complémentarité, ça peut être le cas des plantes qui sont cultivées en interculture, qui s'insèrent dans une rotation, qui jouent un rôle de couvert végétal en hiver. Et je répète, mais quand on a des végétaux sur un sol, on produit des racines, donc on stocke du carbone. Donc de couvrir les sols en hiver et d'avoir une valorisation économique à cette couverture, c'est plutôt bien. Et ça n'empêche pas d'avoir des cultures principales qui vont rester des cultures alimentaires. Donc on impacte dans ce deuxième modèle que de manière très marginale la capacité alimentaire, alors que là on est en substitution par rapport à l'alimentaire. Et alors j'ai mis une technique, la méthanisation. Il y a aussi de la gazéification ou d'autres solutions pour valoriser des matières végétales, mais typiquement la méthanisation permet de valoriser des intercultures de façon simple, et puis ça peut se faire à la ferme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les cultures énergétiques peuvent aussi produire des drèches, des tourteaux, qui peuvent aussi être disponibles pour les productions animales. Donc en fait, là, il faut imaginer tout ça dans un concept justement d'économie circulaire et en fait de valorisation des déchets d'une production pour d'autres productions. J'ai un petit tableau aussi pour la concurrence sur le végétal, toujours centré sur la partie énergie, mais on le voit. On a des biodiesels d'huile de palme qui ont un très fort impact sur la déforestation et puis qui ont une très forte concurrence sur la partie alimentaire. Ce sera un petit peu moins le cas pour les biodiesels de colza ou de tournesol, ou les bioéthanols de blé et de betterave sucrière. On a moins d'impact en déforestation et toujours autant de concurrence alimentaire. Et puis on pourra avoir des bioéthanols de seconde génération, avec du bois, avec de la paille. On peut aussi avoir des énergies qui sont produites avec des déchets, des biodiesels de graisse, des syngaz, des biodiesels de microalgues. Bon, tout ce qui en fait n'impacte pas la surface agricole en fait peut permettre de produire de l'énergie ou des matières premières sans impacter la production alimentaire. Et puis on a toujours avec au centre de la méthanisation, mais d'autres, des solutions qui vont pouvoir s'interfacer parce qu'elles sont capables de prendre plusieurs matières premières au milieu de tout ça, avec des usages de terres agricoles ou des valorisations de déchets. Focus suivant, ça va être sur le captage de carbone. Alors en fait, on compte beaucoup sur les terres agricoles pour stocker du carbone. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on change les végétaux qui sont sur une surface, en fait, on va changer la quantité de carbone qui est présente qui est stockée dans le sol. Et en fait, on part du premier point d'équilibre vers un autre point d'équilibre, mais une fois qu'on a atteint ce point d'équilibre-là, on ne bougera plus. Donc quand on remplace une prairie par un champ de blé, en fait, on diminue le stock de carbone dans le sol, donc de manière très schématique, et puis avec un blé qui sera en monoculture, enfin voilà, on va diminuer le stock de carbone dans le sol, et par contre, si on remplace un champ de blé par une prairie ou une forêt, on va augmenter le stock de carbone dans le sol, mais on atteint un nouveau point d'équilibre. Donc, en fait, la quantité de carbone qu'on peut stocker dans les sols, elle est d'avance limitée. On ne peut pas faire plus. Et elle est tellement limitée que si on transformait toute la France en forêt, eh bien, on pourrait stocker 6 années de mode de vie des Français. C'est pas beaucoup quand même. Alors, pareil sur ce côté stockage de carbone, un petit comparatif entre deux notions qui sont plutôt importantes sur le côté économique que agricole, mais la notion de compensation et contribution. La compensation, c'est je paie un service carboné et plutôt non indispensable et je me dédouane en plantant des arbres. En fait, quand je compense, je m'achète une bonne conscience écologique parce que j'ai planté des arbres. Et en fait, d'abord, je déclare que mon produit est neutre en carbone. Alors, c'est pas vrai, scientifiquement parlant, on ne peut pas déclarer un produit neutre en carbone. Et puis, c'est un peu le marché des indulgences, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mécanisme pervers qui va maintenir la vente de produits très carbonés et pour autant, on ne diminue pas les émissions qui sont liées à ça. Et à côté, la contribution, c'est plutôt un mécanisme où les efforts de capture ne sont pas accordés à un produit, donc c'est plus transparent comme mécanisme. Les efforts de capture sont plutôt collectifs et en fait, ça permet de respecter la hiérarchie des besoins humains. C'est-à-dire que quand on est dans un mécanisme de contribution,
le stockage de carbone, il est pour le compte de la collectivité, et la collectivité va réattribuer le gain carbone pour pouvoir faire rouler des bus ou des ambulances. Et donc, c'est aussi un mécanisme qui est finançable par de la fiscalité. Et en fait, finalement, dans un cas, on a une vision qui aujourd'hui, elle est plutôt individualiste, voire mercantile, et dans l'autre, on a une vision plutôt collective et qui permet en fait d'avoir une vision stratégique sur le sujet. Alors, adaptation sociétale, c'est le sujet suivant, et c'est la question de prioriser les usages. Est-ce qu'il faut utiliser des biocarburants pour faire voler des avions? Est-ce qu'il faut réserver leur usage pour faire rouler des ambulances? Et est-ce qu'il faut préserver la production alimentaire? Et en fait, c'est la réponse à cette question qui va définir non seulement les modèles agricoles pour les 30 prochaines années, mais sans doute aussi nos modèles de société, notre économie, en fait, comment on utilise les matières agricoles dans la société. Et pour ça, côté carbonétique, puisque nous on est là pour accompagner en fait les entreprises sur les éclairer en fait sur les choix stratégiques, en fait on leur propose une grille de lecture où on a d'un côté une forme de ce qu'on appelle un peu une utilité sociétale décroissante et puis de l'autre côté une intensité carbone croissante. Et en fait ce qu'on appelle le prioritaire, c'est ce qui est nécessaire au maintien de la vie ou au maintien des conditions sociétales qui permettent le maintien de la vie. Donc c'est vraiment le strict nécessaire. Et puis après, tout le reste, c'est de la convenance. Alors de la convenance, si je décide d'aller voir un match de foot ou si je décide d'aller au théâtre, dans les deux cas, c'est de la convenance. Et on est d'accord que j'ai le droit d'aimer l'un et de ne pas aimer l'autre, ou l'inverse. Et ce n'est pas forcément quelque chose de très carboné. Donc en fait, dans un mode de vie sobre en carbone, dans un mode de vie compatible avec le respect des limites climatiques et des limites planétaires, on peut quand même se faire plaisir. Et heureusement d'ailleurs, parce que... Et donc du coup, on peut vivre en fait avec des consommations de convenance qui vont être raisonnables. Mais si je décide d'aller voir un match de foot à la Coupe du Monde qui est au Qatar, et que je fais un vol aller-retour que pour ça, ou si je décide pour le théâtre finalement d'aller voir un spectacle de Céline Dion à New York, il paraît que... donc en fait que je fasse un aller-retour... non mais j'ai entendu que ça, voilà. Et donc, si je fais un aller-retour en avion pour aller à New York pour voir Céline Dion, c'est dans les deux cas, Qatar ou New York, c'est du carbolux. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde consomme de cette façon-là, en fait, on est certain de ne pas réussir à respecter les limites planétaires. Donc, voilà, la définition, c'est celle-là. Et du coup, comment on fait pour, demain, utiliser les matières agricoles en étant respectueux de ça. Alors, manger pour vivre, on est d'accord, on en a besoin, c'est prioritaire. Du carburant pour les ambulances, j'espère quand même que demain on vivra dans un monde où la société porte assistance à ceux qui sont démunis et qu'on aura des services publics pour ça. Et puis, boire un verre de champagne, on est à Reims alors, buvons un verre de champagne, c'est de la convenance. Parce qu'on peut aussi préférer un verre d'eau ou préférer une bière, mais en tout cas, c'est pas hyper carboné, et donc ça peut passer dans un mode de vie qui respecte en fait les limites planétaires. Alors la seule question en suspens, c'est dans un monde qui subit le changement climatique, est-ce qu'on aura toujours de la vigne pour produire du champagne? Ça, je n'ai pas la réponse. Par contre, si on décide de produire des biocarburants pour l'aviation, en fait, il nous faudra tellement de surface pour pouvoir alimenter les avions que de toute manière on n'aura pas de surface pour faire autre chose, et donc c'est une appropriation de ressources qui confisque en fait des capacités pour d'autres usages civils, et donc effectivement on est typiquement dans ce qu'on appelle le carbolux. Alors, quelle agriculture pour demain? En fait, idéalement dans un monde où nous réduisons drastiquement le recours aux énergies fossiles, l'agriculture devient le premier fournisseur de matières carbonées. Et donc ça veut dire que nourrir l'humanité, donc les humains, mais les animaux d'élevage également, réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que l'agriculture, elle a aussi son effort de réduction à faire, ça va faire partie des priorités de l'agriculture, mais également s'adapter au changement climatique. Donc l'agriculture va aussi devoir s'adapter au changement climatique pour exister demain, et puis produire de l'énergie, produire des matières premières. Donc ça va être les attendus en fait, de l'agriculture demain.
Et évidemment qu'en l'absence de fossiles, c'est la photosynthèse qui va redevenir la première source de matières premières industrielles devant toute autre matière première. Voilà. Merci beaucoup. Merci Régis. Merci Régis. Et donc, nourrir les humains, nourrir les animaux d'élevage, réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, s'adapter au changement climatique, produire de l'énergie, produire des matières premières, c'est tout ce qu'on demande à l'agriculture, ce qu'on va lui demander. Et c'est quand même quelque chose, je pense que vous pouvez être d'accord, que c'est quelque chose d'énorme, de compliqué. On ne demande peut-être pas autant à un autre secteur. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est on a 4 personnes qui sont venues pour nous rejoindre pour parler de tout ça. Donc on va les inviter à venir sur scène. Alors tout d'abord, Carole Levalier. Merci à vous d'être là. Donc Carole, elle est directrice de TerraSolis. Et en fait, elle accompagne l'agriculture et les territoires dans leur transition bas carbone. Et Merci d'être là. nous avons Émilien Alouchery, qui est viticulteur à Écueil dans la montagne de Reims. Émilien travaille donc dans la viticulture surtout, et il a fait certifier son vignoble viticulture durable en Champagne, HVE, et il travaille aussi sur la haute valeur environnementale en agriculture, en viticulture, et il travaille aussi sur tout ce qui est passage au bio. Et Émilien est très impliqué dans son village et dans tout ce qui est la coopérative, dans beaucoup de projets coopératifs. Ensuite, on accueille Grégory Lanoux, qui est directeur de Biogaz Vallée. C'est une association professionnelle nationale qui a pour vocation en fait, de développer les gaz renouvelables. Grégory nous expliquera ce que c'est que les gaz renouvelables et il nous expliquera aussi qu'il agit en termes d'écologie industrielle, économie circulaire. Enfin, voilà, il nous expliquera tout ça. Merci à lui d'être là aussi. Et pour finir, Romuald Carouge. Romuald est agriculteur en grande culture et travaille beaucoup avec les légumineuses alimentaires ou non alimentaires. Les légumineuses sont des plantes qui absorbent de l'azote. Romuald vous expliquera tout ça. Merci à vous d'être venus. On va vous demander de présenter votre activité en à peu près 1 minute chacun et de nous donner un exemple de choses que vous faites déjà pour simplement réduire votre impact carbone dans vos activités. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez? Je suis bien près du micro en fait. D'accord, c'est parfait. Voilà. Écoutez, je suis vraiment ravie d'être ce soir avec vous. Vous avez vu un petit peu le panorama qui a été dressé. On est vraiment face à des défis qui sont clairement colossaux. Donc ça tombe bien, c'est les sujets sur lesquels nous on travaille chez TerraSolis. Donc TerraSolis, on est une association régionale basée à Reims, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. Donc nous sommes une petite association, une jeune depuis à peu près une dizaine d'années. On est 7 personnes dans l'équipe et on est un pôle d'innovation donc spécialisé dans l'agriculture bas carbone et comment on peut justement accompagner nos filières, nos territoires vers ces changements de pratiques. Donc on a énormément de projets, je pense que j'y reviendrai après parce qu'en 1 minute c'est quand même franchement très très complexe. Simplement retenir que voilà, on travaille avec une 60aine d'acteurs, notamment du monde agricole, mais pas que, aussi bien sûr sur les sujets d'énergie. Ça fera partie des sujets clés, je pense, ce soir. Et il se trouve qu'on a cette particularité d'être aussi propriétaire en fait, de l'ancienne base aérienne 112 sur à peu près 350 hectares, donc qui n'est pas très loin d'ici. Et en fait, j'ai très envie de vous poser la question, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens ici qui sont de Reims, ou en tout cas limitrophes. Est-ce que vous connaissez la BA 112? Levez la main, si c'est le cas. Merci. Et est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un gros projet agricole sur ce site? Voilà, merci. Non, mais ça veut tout dire. Enfin, je pense que voilà, il y a énormément aussi de sujets à travailler et c'est vraiment des sujets de société. Avant tout, je pense que c'est vraiment le mot-clé et je vous expliquerai après pourquoi. Merci. Émilien. Bonsoir à toutes et à tous, donc Émilien Alouchery, je suis vigneron à Écueil, pas très loin d'ici, dans la montagne de Reims.
donc agriculteur de loisirs, comme on a pu le voir. Je suis content de voir qu'il y a quand même une utilité et de la convenance sera à l'avenir dans le Champagne. Donc je travaille sur 8 hectares de vignes, je produis 60 000 bouteilles de champagne. Effectivement, je suis dans plusieurs démarches, au niveau une petite partie en bio, également en viticulture durable et HVE. Au niveau de la viticulture, c'est vrai qu'il y a plusieurs axes liés au bas carbone. Déjà, la viticulture est une culture qui permet de capter du CO2, notamment par la gestion d'enherbement, de couverts végétaux, aussi le broyage des sarments que produit la vigne. Mais plus globalement, au niveau, je parle pour la filière champagne, le plus gros poste, c'est quand même le conditionnement. Donc la bouteille, la fabrication de la bouteille, et puis tout ce qui est commercialisation, également tout ce qui est attaché au tourisme et à l'œnotourisme, qui sont des gros postes d'émissions à gaz à effet de serre. Donc tout ça se fera plutôt sur des démarches collectives et voilà. Donc moi, à mon niveau, je m'inscris dans une démarche de la filière champagne, mais il y a plein de choses à faire, sachant qu'effectivement, on est quand même une activité accessoire qui doit être au top de l'exemplarité. Si je passe la parole à mon voisin. Merci beaucoup. Donc je suis Grégory Lanoux, je dirige 2 structures. Une association plus à vocation départementale dans l'Aube, sur l'écologie industrielle et territoriale, sur l'économie circulaire. Ça s'appelle le Club d'écologie industrielle de l'Aube, donc je la dirige depuis 2005. Là, l'idée, c'est de mettre en synergie les acteurs économiques, publics, privés, quels que soient les secteurs, pour faire des déchets des uns la matière première des autres, pour identifier là où il y a de la ressource à mutualiser, pour rendre en fait finalement le système industriel dans son acception large aussi efficace, en tout cas tendre vers, que les écosystèmes naturels. On estime que le système industriel est un écosystème parmi les autres, et l'idée c'est de le rendre aussi efficace avec les mêmes recettes que celles des écosystèmes naturels, à savoir symbiose, synergie, mutualisation lorsque c'est possible, limiter la quantité de déchets qu'on génère et limiter la quantité de matière et d'énergie qu'on consomme. Voilà pour le club, ça c'est 20% de mon temps. Et sinon, je dirige Biogaz Vallée, qui me vaut le plaisir d'être avec vous ce soir. Biogaz Vallée, c'est une association qui fédère les professionnels de la filière méthanisation, apporteurs de solutions. Donc chez nous, on n'aura pas les agriculteurs méthaniseurs ou les exploitants de sites qui représentent l'immense majorité des porteurs d'unités de méthanisation. On va avoir tous ceux qui leur apportent des solutions. Eux sont déjà fédérés au sein notamment de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc nous, on a un positionnement sur le développement du marché, en fait, le développement des gaz renouvelables en France. Par gaz renouvelable, on entend aujourd'hui la méthanisation, puis demain la gazéification, qu'elle soit pyro, hydrothermale, après-demain la méthanation, qui sont toutes des technos qui vont amener à produire un gaz vert qui va se substituer petit à petit au gaz fossile avec horizon 2050, 100% gaz vert. Voilà. Et moi, pour conclure, donc Romuald, je suis ce qu'on appelle un vieux jeune agriculteur, puisqu'en 2024, je suis installé juste depuis un an, à 35 ans passés. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu une vie professionnelle avant d'arriver là, formation agro. J'ai exercé pendant une dizaine d'années dans le commerce, marketing, le monde du vin, des foods alimentaires, agroalimentaires. Et je suis revenu sur l'exploitation il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans, j'habitais encore à Lyon, pour vous dire. Donc j'étais à 500 km de l'exploitation qui est du côté de Cévennes. Et je suis revenu avec une prise de conscience, on va dire, sur le plan familial, de dire voilà, il faut pérenniser l'exploitation familiale, il faut redonner un peu un coup de main à maman qui elle a encore quelques années à la retraite. Mais j'avais une prise de conscience en me disant bah oui, je reviens sur l'exploitation, mais en ayant des copains à droite, à gauche, en France, un peu à l'étranger, bah oui, l'agriculteur est souvent un peu au centre de certaines injonctions. Et un environnement quelque peu beaucoup, mais il y a aussi une méconnaissance en fait de son métier du quotidien. Donc je me suis dit, allez, il faut que je revienne, mais il faut que j'ai une prise de conscience. Et comme je le dis maintenant un peu moins vulgaire, mais je ne me voyais pas revenir sur l'exploitation, avoir juste les fesses sur le tracteur. Donc je me dis, il me faut une dynamique, il me faut quelque chose, il me faut un engagement. Et en fait, on s'est réussi à se fédérer avec quelques copains du côté du sud-ouest de Marnay. On a commencé par monter en fait ce qu'on appelle une CUMA, donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun. Donc, ce qui est quand même un gros relais pour nous qui sommes engagés dans les techniques d'agriculture de conservation des sols, puisque le post-mécanisation, c'est source de carbone, mais c'est aussi source de ressources financières. Donc ce gros poste-là qui nous a permis finalement de cranter quelque part à plusieurs
pour pouvoir avoir du meilleur matos et pour pouvoir initier des expérimentations sur nos exploitations. Donc agriculture conservation des sols, ça veut dire on limite le moins possible le travail du sol. Alors même si on pense avec mes copains qu'on est allé un peu loin, finalement se dire on a juste notre dent magique qui fait un sillon qui pousse. Là on se dit faut quand même travailler un minimum. Voilà, donc tout ce que Régis parlait tout à l'heure, donc couverts végétaux, c'est un de nos piliers, parce que ça sinon on n'est pas dans cette approche de protection du sol. Et la légumineuse qui revient un peu sur le devant de la scène à travers la protéine végétale et aussi pour tous ces bienfaits qu'elle peut apporter dans le sol et dans les rotations du sol, mais qui a un gros problème, c'est qu'elle elle est peu valorisée. À côté d'un hectare de blé, la légumineuse elle reste le parent pauvre économique en fait, dans le monde agricole. Et si on n'a pas finalement une démarche quelque part commerciale d'aller choper quelques bonnes cases à droite à gauche, on n'arrive pas forcément à avoir une vraie dynamique autour de la légumineuse. Voilà. À côté d'autres filières qu'on peut avoir dans notre secteur, puisque on a des gros bassins de production de pommes de terre, de betteraves, etc., donc de culture d'industrie. Voilà en quelques mots. Merci, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur vous. En gros, avec Pierre-François, la première question qu'on voulait vous poser, c'est l'accompagnement au changement. Parce qu'en fait, quand on parle d'une agriculture pour une société bas carbone, on a compris que c'était encore pas l'agriculture d'aujourd'hui. On espère que ça sera vite l'agriculture qu'on vit. Mais par contre, en fait, on voulait vous demander quels sont, selon vous, les freins pour aller justement vers cette transition. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ou qu'est-ce qui peut empêcher en fait certains professionnels du domaine de se lancer vers cette agriculture bas carbone? Je sais pas qui veut répondre en premier. J'ai le micro, je t'ai initié. Il faut regarder la pyramide des âges en agriculture. Quand on entend beaucoup qu'un agriculteur sur deux sera en retraite dans 10 ans, maintenant peut-être dans 5, dans 7, dans 5. Donc mettez-vous tout à chacun de son salarié ou chef d'entreprise. Je vois la retraite en point de mire. Est-ce que je vais changer tout mon modèle? Est-ce que je vais sortir de ma zone de confort? Voilà. Donc c'est absolument pas, quand je dis ça, c'est pas pour tirer le boulet rouge sur quiconque. Mais moi, j'ai encore en gros 30 saisons à faire. Je vais dépasser ce fameux cap de 2050. Et en 2045, on fait la même table ronde tous ensemble. À mon avis, Romu, il se dira allez, je vois la retraite qui arrive, il faut que je commence à peu préparer la suite, la transmission avec les enfants. Bon, je vais peut-être pas me brûler les ailes pour partir dans des projets un peu foufou et dans des engagements un peu foufou. Alors, c'est un jugement très personnel, mais moi je peux comprendre en fait que culturellement, finalement c'est dans la tête quelque part, c'est de se dire voilà, est-ce que je suis prêt à changer tout, à entendre déjà les injonctions finalement qu'on peut avoir à droite à gauche et de se dire voilà, je répercute sur mon modèle et je me dis allez, je mets une marche en avant pour changer ma façon de travailler. Grégory? Alors, par rapport à ce que je connais, je ne suis pas agriculteur et je ne parle pas à la place des agriculteurs, mais ce que je vois, notamment pour initier des projets de diversification comme une unité de méthanisation sur une exploitation, et un de mes messages, c'est que c'est une diversification, c'est une activité secondaire, ça ne prend pas la place d'une activité principale qui est l'exploitation. Ça, il faut l'expliquer aux banquiers, mais je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse, j'ai plein d'histoires. Sur des sites, il faut trouver un certain leadership. Et le frein aujourd'hui, c'était pas tout à fait le frein hier, notamment au lancement de la méthanisation dans les années, début des années 2010, on va dire, en France, qui était timide, puis après, avec une période où il y a eu un fort soutien de la part de la puissance publique. Ce soutien s'est arrêté d'un seul coup. Donc, premier frein, c'est l'absence de vision de long terme de la puissance publique. De bonne vision de long terme, pardon. Parce que si sa vision de long terme, c'est effectivement dire on convertit toute l'agriculture pour produire des carburants pour les avions, bon, on peut l'interroger. Je ne suis pas tout à fait sûr d'être aligné, mais on peut l'interroger. Et donc, une fois que les pionniers ont développé leur site, une fois que ceux qui ont saisi l'opportunité d'un tarif ont lancé leur site, et bien là on arrive un peu à la fin d'un modèle et au début d'un autre, et donc il faut trouver le leadership pour monter ces unités qui vont permettre de diversifier les activités, et ça se décrète pas. Être agriculteur, c'est être entrepreneur, certes, mais prendre le leadership sur un groupe pour monter une Puma ou pour monter
porter une vision collective. Et Dieu sait que ça prend du temps de monter une unité de méta. Voilà, c'est peut-être un des freins aujourd'hui avec l'absence de vision de long terme de la puissance publique. Au niveau des freins en viticulture, alors ça va rejoindre un petit peu ce que disait Romuald sur les agricultures les viticultures en fin de carrière, sauf qu'en vigne, on a la chance d'avoir un peu plus de renouvellement, un petit peu plus de jeunes, donc des dynamiques qui peuvent amener des nouvelles pratiques culturales, bien qu'il n'y ait pas forcément un lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Mais toujours est-il que pour la Champagne, on a la chance d'avoir une seule appellation donc assez unie et qui a une vision assez lointaine des émissions. Donc, par exemple, il y a eu quelque chose de tout bête, c'est que le poids de la bouteille de champagne est passé de 900 grammes à, je crois, 835 grammes. Et déjà, rien que ça a permis de réduire. Donc, ça a été quelque chose de collectif qui a été facile à faire, entre guillemets, pour tout le monde. Mais il va falloir effectivement aller plus loin. Quand on parlait du post-transport ou commercialisation, donc ça, finalement, on a, dans nos choix de transporteurs, pour l'instant, on est un petit peu limité. On peut plutôt privilégier le fret maritime quand on est sur de l'export que l'avion. Donc il y a plein de choses à faire. La viticulture, voilà, elle représente une petite partie des surfaces agricoles, mais elle a quand même un rôle à jouer. Et puis notamment en Champagne, où on a la chance d'être dans une région prospère, on n'a pas le frein normalement économique. Donc on peut s'équiper sur des nouveaux équipements, que ce soit en viticulture ou même en vinification, pour essayer de réduire ça. Mais les freins sont aussi souvent psychologiques et la peur du changement pour les jeunes et les moins jeunes. Oui, je partage complètement. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment des gros freins au niveau humain, au niveau sociologique. En fait, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a clairement des freins, enfin, c'est quasiment des verrous socio-techniques. Quand on parle notamment des filières agro-industrielles, hein, enfin, je pourrais en toucher un petit mot après, il y a tous les freins au niveau des organisations. Quand on parle de développement durable, en fait, une des clés, c'est que c'est pas un seul des maillons qui doit bouger. En fait, ça, c'est extrêmement complexe et il faut l'avoir en tête. En fait, c'est tous les maillons, la chaîne de valeur, évidemment, qui doivent bouger. Donc, ça veut dire voilà, comment on se coordonne, comment on définit des modèles économiques, ça a été un petit peu dit juste avant. Et puis, effectivement, il faut avoir ce déclic aussi de pourquoi on le fait. Moi, je dis assez souvent, en fait, l'agriculture bas carbone, c'est pas un énième concept à la mode ou une énième façon de produire. C'est pas du tout ça le sujet. Enfin, évidemment, on a des questions en termes de changement au niveau du climat, au niveau de l'adaptation. Faut vraiment en avoir conscience. Enfin, on commence à le voir de plus en plus sur des aléas climatiques. Il y a 2 ans, on a vu quand même une très grosse période de sécheresse, qui pour nous était vraiment marquante quand on parle d'agriculture. Là, cette année, c'est plutôt l'eau, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, en introduction. Enfin, comment on gère effectivement ces épisodes extrêmes en agriculture. Donc ça, c'est le côté climat. Mais il y a aussi le côté, demain, il va falloir se passer de pétrole, de gaz. C'est ça, en fait, le sujet. Donc c'est pas juste des thématiques de se dire, voilà, on fait ça pour, entre guillemets, le bien de la planète, etc. C'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à se projeter pour arriver à produire dans 20 ans, quasiment sans pétrole. C'est ça, en fait, pour moi, la question clé. Donc, tout ce qui est derrière, enfin, je pense que c'est essentiel de se poser cette question du pourquoi. Évidemment, l'agriculture, c'est un secteur pas tout à fait industriel comme les autres, mais c'est un secteur qui doit réduire, évidemment, ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est indispensable. En fait, aujourd'hui, il faut avoir ça en tête aussi. L'agriculture, notamment grande culture actuelle, c'est beaucoup basé, donc c'était après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, sur une abondance énergétique qui, encore une fois, je le répète, mais il faut avoir en tête que ce ne sera plus du tout le schéma qu'on va avoir dans les 10 à 20 prochaines années, quoi. Donc voilà, comment est-ce qu'on anticipe ces sujets-là? Et il se trouve aussi que l'agriculture, alors c'est un sujet éminemment complexe, parce que évidemment c'est un sujet vivant. On parle de biodiversité, on parle de carbone, on parle d'eau aussi. Donc on voit que il y a, toute la clé de l'agronomie, de l'agroécologie, il y a cette question de la connaissance. C'est pour dire les choses peut-être un peu simplement, mais utiliser de la chimie
utiliser en fait, enfin voilà, tous les entrants qu'on connaît depuis à peu près 50 ans, c'était facile et c'était pas cher. Demain, comment est-ce qu'on fait pour enfin, voilà, repenser complètement les systèmes de production? Donc il y a évidemment un énorme travail, pour faire lien avec votre question, au niveau de la formation. Enfin, c'est pas seulement convaincre, hein, c'est effectivement montrer la pertinence agronomique de ces systèmes-là. Et je voulais aussi insister, parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment dit tout à l'heure, mais l'agriculture doit évidemment réduire son impact carbone, ça c'est essentiel. Et aussi, en fait, c'est un des seuls secteurs, contrairement aux autres secteurs industriels, qui permet de venir stocker du carbone dans les sols et dans les plantes. Et ça, en fait, ça a une valeur. Et c'est une valeur aujourd'hui qui n'est pas suffisamment, en tout cas, financée. On demande effectivement aux agriculteurs de faire des énormes efforts d'adaptation, mais finalement avec des prix extrêmement bas, en tout cas à ISO-coût, ce qui pose une vraie question de fond, c'est comment la société vient soutenir ces changements de pratique. Et pour moi, très franchement, le levier financier, la question financière, elle est clé. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir un modèle économique qui permet de venir soutenir toutes ces pratiques durables de bas carbone, évidemment qu'en fait toute la filière va s'adapter et évidemment que les agriculteurs seront fiers de participer à cette dynamique-là. Merci. Alors, oui, une question, qu'est-ce que, surtout pour Emilien, Romuald et aussi Terra Solis, c'est qu'est-ce que vous avez pu en mettre en place dans vos pratiques culturales pour commencer à augmenter le stockage de carbone et aussi pour augmenter la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la capacité des plantes à stocker l'énergie du soleil et du CO2 pour produire du sucre, pour ceux qui le savent pas. Et donc, est-ce qu'il y a des pratiques ou des aides, des outils que vous avez pu mettre en place d'ores et déjà, en fait? Je peux démarrer effectivement sur les leviers vraiment techniques agronomiques. Ça a été un petit peu dit juste avant, toute la partie interculture. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est peut-être contre-intuitif, mais c'est essentiel en fait, d'aller couvrir les sols en permanence, d'avoir des sols extrêmement productifs. Donc ça nécessite aussi de maintenir une fertilité. Il y a beaucoup de leviers, on a parlé d'agriculture de conservation. Je pense que je laisserai vraiment les agriculteurs s'exprimer sur ces leviers techniques. Moi, je voudrais simplement dire, nous, à la fois sur la ferme expérimentale qu'on a chez Terra Solis, donc déjà avec un recul de quelques années, où on a testé effectivement les légumineuses, l'agriculture de conservation, comment on change aussi les intrants. Une des clés, c'est évidemment l'azote quand on parle des grandes cultures. Donc comment on change les formes d'azote, comment on les adapte aux itinéraires de culture, donc on a testé des choses sur la ferme. On a aussi beaucoup de projets qu'on mène avec des collectifs de fermes. Donc là, ces dernières années, on avait travaillé avec une centaine de fermes dont les résultats ont beaucoup alimenté le label bas carbone. On pourra en parler aussi sur les histoires de crédit carbone pour aller identifier quels sont les leviers, comment on peut les faire financer, etc. Il y a vraiment quelque chose de clé à retenir, c'est quand on utilise ces leviers techniques qui sont connus, qui sont, j'ai envie de dire, pas si simples que ça à mettre en pratique, mais il n'y a pas de difficulté non plus majeure à les mettre en place, on arrive à obtenir des réductions d'empreinte carbone de l'ordre de 15 à 20%. Bon, normalement, c'est à peu près ça. Donc on voit qu'on est quand même très très loin d'objectifs ambitieux de décarbonation, ou en tout cas de défossilisation, si on veut sortir des énergies fossiles, et que évidemment, c'est une des clés d'avoir des outils techniques au niveau de la ferme, mais que si on veut vraiment aller beaucoup plus loin en fait, ça nécessite des changements de modèle de production. Et ça, je pourrais en retoucher un petit mot, je pense, juste après. Moi, concrètement, donc, je suis vigneron depuis une vingtaine d'années, donc j'ai vu quand même l'évolution déjà rien qu'au niveau des sarments de taille. Donc, quand on taille la vigne, dans le passé, on avait la brouette à feu, puis on brûlait directement les sarments, et puis voilà, ça partait dans l'atmosphère. C'est développé au fur et à mesure, et maintenant c'est, je crois, obligatoire, notamment par rapport à différents cahiers des charges. On fait du broyage des sarments, donc ça fait partie d'une façon de capter du CO2. Alors peut-être encore un paradoxe qui est souvent donné en viticulture, c'est que pour broyer les sarments, on utilise un tracteur qui tourne
au diesel, mais je pense que la balance est toujours positive de ce point de vue-là. En 20 ans aussi, j'ai vu donc une viticulture qui utilisait 100% de désherbant, donc vraiment des sols nus toute l'année. Et au fur et à mesure, on a commencé à s'équiper pour progressivement retravailler le sol. Je parle surtout en Champagne, on était très en retard là-dessus. Donc peu à peu, ramener de l'herbe dans les vignes, donc s'équiper en outils mécaniques, avec une mixité pour y aller progressivement, en utilisant encore un petit peu d'herbicide, notamment pour traiter sous les rangs. Et puis petit à petit, voilà, se passer d'herbicide, ce qui permet de garder un couvert végétal une bonne partie de l'année, avec la problématique de la concurrence. Une vigne avec 100% d'herbe, elle ne va pas tenir très longtemps, donc à un moment donné, on est aussi obligé de charuter, mais je pense que c'est des charutages assez superficiels pour soulager la vigne, pour pas qu'elle soit trop en concurrence. Donc on arrive à avoir quand même pendant l'hiver, de octobre à mars, un sol qui est plein d'herbe. Donc là, on est sur une captation qui est plutôt positive en CO2. Et puis la dernière chose qui est arrivée plus récemment, notamment avec le cahier des charges HVE ou viticulture d'herbe en Champagne, c'est la plantation de haies. On avait toujours des petits espaces dans les vignes. Donc on est plutôt sur la monoculture. En Champagne, plutôt vraiment même des forêts ont été arrachées pour planter de la vigne. Donc petit à petit, on remet là où on peut des haies. On essaye il y a encore du progrès à faire, mais voilà, c'est des objectifs aussi qui vont permettre de capter un peu plus de CO2 au niveau déjà de la Champagne. Comme il a été dit, la clé du succès, c'est la couverture des sols. Donc l'objectif, c'est l'un des piliers finalement de l'agriculture régénérative, aussi, qu'on appelle beaucoup modèle anglo-saxon. Et mais pour avoir ça, il faut avoir aussi un vivier quand même d'espèces, de variétés. Et nous, typiquement dans nos structures, on essaie de plus en plus à chercher une forme d'autonomie pour alimenter ces couverts végétaux. Alors les couverts végétaux, pour situer un peu, il faut imaginer comme vous, votre peau, votre dos, ou vos parties un peu plus intimes, vous les mettez en plein soleil, vous prenez un coup de soleil direct. C'est de se dire qu'en agriculture c'est pareil, dès qu'une fois qu'on a fait les récoltes, si on ne met pas un couvert en place, quelque part le sol va être à nu et va prendre un coup de soleil. Donc l'effet miroir, il est complètement là. D'où l'importance de ramener des couverts qui peuvent germer de manière naturelle. On fait beaucoup de colza dans notre région, un colza dans le moissonneux, il y en a toujours qui passent à travers. On n'arrive pas encore à récolter à 100%. Donc finalement, on a un couvert qui revient naturellement derrière avec un colza. Mais sur des cultures où on a une exportation de grains beaucoup plus forte, typiquement sur des céréales, là l'idée c'est de ramener des couverts derrière en fonction de ce qu'on va faire comme dans notre assolement. Et là on va amener de la graminée, on va amener de la légumineuse, on va ramener aussi beaucoup de crucifères, notamment aussi des radis pour aller structurer un peu en profondeur. Donc c'est tout en fait ce mélange variétal quelque part qui va être là pour en fait construire le couvert. Nous aussi, dans les pratiques qu'on commence à développer, on commence à faire de plus en plus de culture associée. Alors, quand je parle de culture associée, c'est typiquement en fait dans un même champ, on va avoir deux espèces qui vont cohabiter. Donc, le binôme gagnant, c'est souvent une céréale avec une légumineuse. Donc, nous, ça fait 2-3 ans qu'on commence à s'initier à faire du blé févrole dans le même champ. Alors, ce qui veut dire, il y a un super bénéfice, puisqu'en fait, on va miser sur cette symbiose pour capter de l'azote pour la légumineuse, pour la rendre en partie, je veux dire bien en partie, à la culture du blé, parce que généralement c'est plus une approche, elle va stocker finalement de l'azote pour les années suivantes. Mais il y a toujours quand même un peu de rémanence pour la culture en place. L'idée sur des tests comme ça, c'est de se dire aujourd'hui, dans mon champ je fais du blé, du févrole, quelle va être la dose finalement d'azote minéral que je vais avoir besoin d'apporter au blé pour avoir un rendement satisfaisant de blé et de févrole. Voilà, c'est juste équilibre. Moi, je sais que l'année dernière, on a fait un essai sur 3 hectares. J'ai été joueur, j'ai fait 0 fertilisation azotée sur ce test-là. J'ai sorti 35 quintaux de blé, 15 quintaux de févrole. 35 quintaux de blé, c'est une gamelle, on va pas se mentir. Voilà, c'est une gamelle. Par contre, j'ai sorti 15 quintaux de févrole. Je me dis 15 quintaux de févrole dans une optique d'autonomie en termes de semences de févrole pour mes couverts, c'est pas déconnant. Sachant qu'une févrole, quand je la fais en pur, je prends une gamelle aussi, je fais 20 quintaux. Donc, entre un 20 quintaux en pur
mets un 15 quintaux en culture associée avec un blé, si je trouve un peu le bon point de rupture, le bon niveau d'un tronc quand même, ben, je peux peut-être me permettre d'optimiser, d'aller chercher un blé à 50, 60, 65 quintaux. Et là, ben, j'aurais trouvé un juste équilibre en attendant de se dire que demain, peut-être, on ira vers une approche vraiment 0% d'azote minéral sur une association blé-févrole en l'occurrence. Alors, quand je parle de ça, on n'est pas des pionniers hein, sur ça. Les bio, ça fait des années en fait, qu'ils font ces fameuses cultures associées parce que ça permet aussi de maîtriser un peu plus les maladies. Ça permet d'avoir moins de mauvaises herbes, entre guillemets. Alors, mauvaises herbes, c'est toujours un terme très, très spécifique parce qu'on dit mauvaises herbes, mais quelque part, c'est parce qu'elle est mauvaise dans la culture d'intérêt économique qu'on a de notre parcelle. Hein, mais sinon, des kénopodes, hein, il y en a beaucoup qui en font dans des produits à vocation médicinale, mais en fait c'est juste une vue de l'esprit de se dire bah ça j'aime pas mes kénopodes dans les betteraves, mais en fait elles sont hyper recherchées sur d'autres valorisations. Donc voilà, c'est toute cette approche on va dire, un peu plus systémique en fait, qu'on doit mener en fait, sur nos exploitations, et j'aime bien souvent rappeler un peu nos aïeux, parce qu'on ne réinvente rien, on va pas se mentir. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Moi j'avais une grand-mère, elle, il ne fallait pas lui parler de bio. Hein. Par contre, son jardin, c'était en fonction de la lune, c'était du bon compost, et tout et tout. Enfin, mais ne lui parlait pas de bio. Par contre, elle en faisait inconsciemment. Donc en fait, on va revenir entre guillemets, à ce qui se faisait dans le passé. Hein. Donc, on a juste substitué finalement la protéine végétale, comme c'était bien évoqué en introduction, on a substitué la protéine végétale par du pétrole. Bon ben voilà, ça va durer 50 ans, un siècle, et puis après, ça passera à autre chose, ou on reviendra à autre chose. Super, merci pour ces éléments de réponse. Alors on a parlé des pratiques culturales, on a parlé couvert des sols. On avait une question pour Grégory. Les digestats de la méthanisation, est-ce que ça va aider à stocker le carbone dans les sols ou pas? Et peut-être avant de répondre à la question, vous expliquer en quelques mots ce que c'est que la méthanisation et comment on en arrive justement au digestat. Ouais. Alors, je ne me fais pas passer pour celui que je ne suis pas agronome. Donc, je m'en référerai à mon voisin le cas échéant. Alors, la méthanisation, c'est un processus qui dégrade la matière organique de manière anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. C'est la différence avec le compostage. Le compostage est aérobie. Donc, on apporte de l'oxygène. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes bactéries qui font le boulot. C'est de la biologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Simplement, on industrialise ce process en faisant entrer cette matière organique dans ce qu'on appelle un digesteur. Donc maintenant, il y en a partout. Je ne vous fais pas l'injure de vous décrire ce qu'est un digesteur. On va produire du biogaz, mais pas uniquement. On va produire également du digestat. Le digestat, c'est la matière qui va rester à l'issue du processus de méthanisation. Donc une fois que les bactéries ont fait leur boulot, qu'elles ont dégradé la matière organique, qu'elles l'ont transformée, elle n'est pas brûlée, eh bien on a deux produits, le biogaz et le digestat. J'évacue le biogaz rapidement pour qu'on se concentre sur le digestat. Donc le biogaz, c'est entre 50 et 60% de méthane, de biométhane, donc issu de la biomasse. Et puis le reste, ça va être principalement du CO2 biogénique. Alors je ne sais pas si ça vous intéressera plus tard, mais là, on a des grandes premières sur le territoire qui viennent de se lancer. On avait une inauguration lundi sur des champs des possibles assez géniaux. Donc, on a produit du biogaz qu'on épure en enlevant le CO2 biogénique qui est remis à l'air. En fait, c'est ce CO2 que la plante a capté pour sa photosynthèse et qui est relargué à l'issue du processus de méthanisation, qui sera capté par la prochaine plante. Donc, on est vraiment dans une boucle courte. On estime que ce CO2 biogénique, lui, est neutre, contrairement à un CO2 fossile qui avait été stocké pendant des années, des millions d'années, et qui est relargué. Le biométhane, lui, on va l'utiliser pour les usages classiques du gaz naturel fossile. En fait, il va se substituer un pour un. C'est exactement la même molécule, c'est du CH4. La seule différence, c'est qu'elle est d'origine biomasse, quand le gaz naturel est, lui, d'origine fossile. Donc on va l'injecter dans le réseau. Ou bien, on va le mettre dans des véhicules. C'est le bio-GNV, gaz naturel véhicule. On voit de plus en plus de stations. Ou bien, on ne va pas l'épurer, on va le mettre directement dans un moteur qui va permettre, c'est ce qu'on appelle la cogénération, de produire de la chaleur et de l'électricité.
Donc avec ce biogaz, on peut produire de la chaleur, de l'électricité, du biométhane carburant ou du biométhane pour le reste des usages domestiques classiques du gaz. Voilà pour la valorisation énergétique. Après, il reste ce deuxième produit qui est le digestat. Ce digestat, il a une valeur agronomique qui est différente puisque la matière a été transformée. Et on a finalement une matière organique qui va retourner au sol. Quand on met des effluents d'élevage dans un méthaniseur, en fait, on lui fait passer une étape supplémentaire par rapport à épandre en direct les effluents d'élevage. Sachez que dans l'Aube, nord de l'Aube, à Dampierre, en 2008, le premier qui a monté une unité de méta, c'était Bernard Bouillard sur une porcherie. Je peux vous assurer que tout le village de Dampierre l'a béni le jour où il a mis en place une unité de méthanisation. Parce que le point zéro, l'avant unité de méta, c'était on épand en direct sur les sols les effluents d'élevage. Je vous laisse imaginer ce que c'est la vie, c'est comme ça se passe comme ça dans les campagnes, on le sait, mais il y a des périodes où c'est un peu moins agréable. Il s'avère que la méthanisation désodorise, contrairement à ce qu'on peut croire. Simplement, quand le point zéro, il n'y avait rien du tout, et qu'on amène des matières fraîches qui sont stockées avant d'être digérées de manière anaérobie, je vous rappelle, il n'y a pas d'oxygène. Donc forcément, là, il peut y avoir des petits désagréments, ou bien si ça n'a pas été assez bien digéré, en aval, quand on stocke les digestats, il peut y avoir des désagréments. Donc ces matières, elles vont se substituer à une partie des fertilisants de synthèse. Je vous rappelle que les fertilisants de synthèse, c'est fait avec du gaz russe, hein, la plupart du temps. En tout cas, c'était comme ça que ça se faisait jusque-là. Donc voilà, il y a peut-être un truc intelligent à faire en produisant notre propre énergie, au moins pour une partie, en diversifiant nos sources de production d'énergie, et puis en maîtrisant à nouveau la fertilisation de ces sols. Et c'est souvent l'objectif porté par les agris. C'est pas nécessairement d'aller produire de l'énergie, c'est aussi dans une logique de maîtrise de la fertilisation de ses propres cultures. Et on a, là je pense notamment, c'était la motivation de Jean-François Delettre, qui est le président des agriculteurs méthaniseurs de France, qui a une exploitation dans le 77. Et dernier point, vous avez un agriculteur pionnier engagé en Grand Est, en ex-Champagne-Ardenne, qui est Philippe Collin, qui est à Colombey-les-Choiseul en Haute-Marne. Et Philippe, lui, teste tous ces sujets-là pour valider que cette matière organique qui retourne au sol, elle peut permettre de se substituer à terme à 100% des fertilisants de synthèse. Voilà, je ne rentre pas plus dans l'agronomie parce que sinon je ne maîtrise pas. Peut-être juste pour compléter, on est vraiment sur cette logique d'approche systémique, un peu comme ce qui a été dit juste avant. C'est pas juste la méthanisation, voilà, pour se faire de l'argent ou autre, c'est absolument pas ça le sujet. Le sujet, c'est justement comment on repense. Et effectivement, merci de le dire, le digestat, c'est la clé, c'est ça, c'est qu'on a un azote qui est indispensable aujourd'hui pour avoir des rendements, il faut quand même l'avoir en tête. C'est un azote décarboné. Donc ça, c'est absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, l'azote, c'est quand même un des principaux, quand on utilise l'azote de synthèse, c'est un des principaux contributeurs aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec le protoxyde d'azote, qui alors ça c'est pour les intrants, mais quand ils sont épandus, le protoxyde d'azote sort en fait du sol. Donc après, ça peut s'optimiser avec différentes pratiques, la dose, etc. C'est un gaz à effet de serre qui est, je crois, plus de 300 fois plus puissant que le CO2. Donc voilà, c'est quand même ces sujets-là. Et puis, ce qui est absolument clé, quand on se projette encore une fois dans un futur où il y aura moins d'énergie, il ne faudra pas gaspiller, il faudra vraiment avoir une logique extrêmement différente par rapport à ce à quoi on a été habitué aujourd'hui. Le fait de se dire on peut produire notre propre azote sur des petits territoires, presque sur des cantons, et ce qui nous permet de continuer à garantir des rendements, je pense que c'est vraiment un sujet qui est absolument essentiel et qui fait écho à des questions de souveraineté énergétique, très clairement. Après, sur le volet agronomie, donc là on a parlé effectivement effluents d'élevage, etc. Dans les méthaniseurs, vous pouvez mettre aussi des cives. Donc c'est les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça, c'est effectivement, on est tout à fait sur ces sujets d'interculture, de les amener sur des rotations.
Donc évidemment, c'est pas la production principale, enfin, en tout cas dans l'esprit, c'est pas la production principale de l'année, c'est des productions annexes. Et en fait, quand vous avez ces intercultures, souvent en fait l'intérêt il est là aussi, c'est qu'en fait c'est des plantes qui produisent beaucoup de biomasse. Donc qui dit beaucoup de biomasse dit aussi venir stocker en fait, faire la photosynthèse, donc stocker du carbone et stocker la matière organique dans les sols. Et souvent en plus quand c'est récolté, il y a évidemment une grosse partie qui reste dans le sol et qui vient donc encore une fois enrichir cette matière organique. Donc ça c'est aussi un élément clé aussi quand on parle de stockage de carbone. Alors pas avec le digestat, mais c'est indirectement via par exemple la production de CO2. Merci. Régis, tout à l'heure, nous a parlé des contributions carbone et aussi des quotas carbone. Et on voulait un peu savoir votre avis. Est-ce qu'il y a pour vous les agriculteurs, est-ce qu'il il peut y avoir des effets positifs ou au contraire des effets pervers, des effets négatifs? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Renouvelable peut-être? C'est un sujet. Ça, c'est clair. Nous, je vois dans notre démarche, on fait partie, je crois, moi j'ai mon collègue qui était dans les 100 premiers agriculteurs stockeurs de carbone en France. Moi, je fais partie des 400 premiers. On a des crédits carbone, je ne vais pas vous mentir, il y a une valorisation économique en face aujourd'hui. C'est effectif. Après, c'est vrai, comme a été souligné, je veux le dire tout simplement, c'est permettre à d'autres de polluer, hein, si je le fais très court. Alors, nous, on est arrivé par là, on ne s'est pas dit demain, on ne s'est pas dit un jour, on ne s'est pas réveillé un matin, on s'est dit, oh, demain, on va faire du crédit carbone pour aller chercher une valorisation économique de ça. Non, en fait, on s'est déjà dit, on veut repenser biodiversité, on veut repenser dynamique sur nos territoires, hein, parce que quand on parle d'agroécologie, il y a surtout une approche quand même sociétale, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que moi, ça fait quelques temps, je m'amuse à aller faire des animations auprès des gamins, de mon gamin qui est en garderie, le collège, le lycée, tout ça. Et en fait, c'est là que je vois qu'il y a un gros message à faire passer sur l'agriculture, déjà avec un grand A, tout simplement. Donc, pour revenir à ça, sur ce côté valorisation, voilà, on ne l'a pas fait par... entre guillemets, la valorisation aujourd'hui, nous, elle est par opportunisme, mais on n'est pas allé vers ça. Voilà. On l'a aujourd'hui parce que, oui, elle passe, on la prend parce qu'on ne va pas se mentir aussi, c'est que dans un modèle agroécologique, on perd quand même un peu en rendement, parce que, attention, c'est psychologique, hein, mais nos champs sont sales. Souvent, nos champs sont sales. Il y a des repousses, il y a des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on y va, on fait un petit coup de phyto en plus ou pas? On se dit, il y a des trous de souris. Moi, j'ai une exploitation qui est à la fois sur la Brie et une partie sur la Champagne crayeuse. Donc, Champagne crayeuse, tout ça, la peau calcaire. Les souris, elles sont à la fête. Donc, une fête de la luzerne de 3 ans, donc une grosse filière luzerne fourragère par ici. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport à l'élevage. Une luzerne, vous laissez 3 ans, derrière vous faites un blé en agriculture de conservation des sols. Le blé, l'année suivante, vous comptez les trous. Hein. Alors, vous comptez les épis, quoi, parce que les souris, ça fait 3 ans qu'elles sont installées là, elles sont à la fête. Quoi. Donc, dans les pratiques, on va réussir un petit peu à casser ça, donc c'est pour ça qu'on a ramené des outils un peu spécifiques, hein, les RSAPA et des choses comme ça, pour aller casser les lignes de vie des souris. Et de se dire, on ne veut pas anéantir les souris. Hein. Cette année, c'est pas mal, parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, en fait, de manière naturelle, en fait, les galeries ont été remplies, et voilà, la nature a fait le travail. Donc, voilà, je sais que maintenant, on va arriver dans une approche où le crédit carbone va être un objectif pécunier. Ça, c'est clair et net. Voilà, quid, est-ce que ce sont des modèles qui seront durables? Je ne suis pas le mieux placé pour le savoir, je ne sais pas du tout comment ça peut évoluer. Le modèle, la graphique qu'elle présentait en introduction, là, ça m'a ouvert les yeux hein, sur ce côté carbo-luxe, priorité et convenance. Ouais, en fait, et puis en plus, je dis ça à un fils d'agri, un petit-fils d'éleveur, on l'a percé toute sa jeunesse, en disant moi je suis jamais parti en vacances, au mariage de ma soeur j'ai dû revenir pour faire la traite des vaches. Donc ouais, c'est vrai que c'est le côté, ce mode de consommation, de se dire allez, nos 4 semaines de vacances qui nous sont dues à tous, attention, voilà, je fais exprès de le souligner aussi, 5 semaines. 5 semaines qui nous sont dues. Allez, je m'affranchis, je pars 3 semaines, c'est bon, on ne parlait plus de protection de la planète, plus de carbone, plus rien du tout, what the fuck, I'm going to prendre l'avion, je l'oublie du monde, et puis il ne se passera ce qui passera.
Alors en fait, il faut réussir un peu à s'en remettre à la conscience de chacun, quoi. On ne le fera pas seul, hein. Moi, j'entreprends par une petite contribution, parce que moi, dans mon patelin de 140 habitants, ce qui m'emmerde le plus, c'est que dans 20 ans, 30 ans, en fait, avec tout ce qui se passe, je ne sais même pas s'il y aura encore des gens qui habiteront dans mon patelin, parce que peut-être activité, ça devient un peu chaud patate. Donc se dire, voilà, il faut ramener de la dynamique, il faut ramener de l'activité. Là, nous, on part un peu à ce positionnement, parce que je suis un peu un marketeur quand même dans la tête, ce positionnement d'agriculture régénérative, mais avec une vraie démarche entrepreneuriale et agronomique, hein. Moi, dans notre collectif, j'ai mon collègue, je l'appelle le druide, hein, parce que c'est lui qui nous fait les ordonnances, qui nous fait ces petites mixtures de plantes. Moi, tout à l'heure on me dit, je vais parler d'agronomie, attention, moi, je ne suis pas l'agronome du groupement, je laisse M. Gaël parler de ça avec toute la modestie et les heures qu'on pourra l'écouter, quoi. Mais ça fait partie en fait d'un projet collectif. Et comme je dis, c'est pour ça que je vais amener à ça, nous dans Cuma, c'est ça, c'est qu'en fait l'agriculteur aujourd'hui, il fait déjà plein de métiers. Aujourd'hui, il fait de la compta, il est mécanicien, il est agronome, il doit gérer du personnel, etc. Et en fait, entre guillemets, on va lui demander encore d'autres choses à travers moi, où je veux dire, il faut que tu sois en plus commerçant, parce qu'en fait, ça fait pendant quelques décennies où en fait, on a confié la commercialisation à d'autres, donc ça sera peut-être pas mal de reprendre un peu ce leadership là-dessus. Redynamiser le territoire, etc. C'est chaud, c'est un vrai challenge. Moi j'ai 35 ans, je me dis, mais j'ai de plus en plus de copains qui viennent me voir, enfin, je ne sais pas des copains, mais des personnes qui sont pas, que je connais pas directement, tu dis, tiens, Romuald, ton parcours il m'inspire quand même, ça fait 10 ans, 15 ans dans le commerce, marketing, et là tu reprends l'exploitation, qu'est-ce qui te dynamise? Parce que je reste en grande culture, hein. Je ne vends pas du champagne, je peux vous dire. Il n'y a pas des bulles quand je fais le pété. Merci Romuald, et je tiens à préciser quand même que tu as fait un heureux, parce que la notion de Carbolux et le terme, le néologisme Carbolux, c'est bien de Régis. On a beaucoup discuté de ça pendant le séminaire, donc merci. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait compléter, Valérie ou je crois. Je pourrais dire sur un la petit notion mot. de carbone. Non, Ouais, sur les crédits carbone, très franchement aujourd'hui, et notamment en grande culture, il y a très peu d'agriculteurs qui y vont. Donc c'est bien que financièrement, c'est pas si intéressant. Pourquoi c'est pas si intéressant? Parce que quand on intègre tous ces changements de pratique, aller acheter davantage de semences pour faire des intercultures, etc., se former, si on met tout ça bout à bout, nous ce qu'on a vu en tout cas avec les travaux qu'on a pu faire dans un projet qui s'appelait Carbon Fin, c'est un peu technique, mais si ça vous intéresse, tout est vraiment à disposition sur notre site internet pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Les coûts de changement de pratique, c'est quoi? C'est entre 50 et 80 € l'hectare. Crédit carbone aujourd'hui, c'est 30 €. Voilà. En l'état du marché actuel. En l'état du marché actuel. Bon. C'est un outil financier qui a au moins le mérite de commencer à exister. Il est vraiment pas parfait. Moi, à titre personnel, mais là c'est vraiment à titre personnel, je ne suis absolument pas fan de ce dispositif. Néanmoins, ça met quand même un peu le pied à l'étrier, se dire, il va y avoir des coûts quand même d'accompagner ces transitions agricoles. Et évidemment, c'est pas aux agriculteurs d'aller porter ce risque, parce que c'est compliqué, d'aller changer des pratiques. Les agriculteurs ils le disent très bien eux-mêmes. En fait, eux, des essais, c'est une fois par an. Donc en fait, dans leur vie, ils vont faire 40 essais et c'est tout. Donc on voit bien quand même, d'autant plus qu'il faut aussi parfois convaincre les proches, ceux qui sont qui reprennent l'exploitation des parents. Il y a des biais aussi qui ne sont pas si évidents que ça. Donc le crédit carbone, c'est un outil, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, la slide était très bien faite entre compensation et contribution. Après, c'est pas non plus déconnant, entre guillemets, que des entreprises qui allaient mettre de l'argent pour aller planter des arbres, je ne sais pas où, au fin fond de l'Amazonie ou autre, finalement, qui viennent aussi contribuer et apporter de l'argent pour soutenir nos transitions agroécologiques qui, encore une fois, sont absolument indispensables. Merci Carole, pardon pour l'erreur de Clément. Je vais juste rebondir. Je vais juste rebondir sur la notion de couvert. En fait, la problématique des couverts, c'est qu'en fait, bien souvent, c'est subi. On fait des couverts parce qu'à un moment, il faut les mettre dans la PAC. En fait, ça a été un peu ça fait 10-15 ans, c'est ça. Donc je fais des couverts dans la PAC. Donc je prends le quad, je prends le 1, allez, je balance à la volée. En fait, c'est à partir de là en fait, que le problème il part de là.
Parce qu'en fait, le couvert, ça doit être raisonné comme un vrai semis, une vraie implantation. Tout à fait. Dans la Tout à fait. rotation. Nous, Ouais, on sort le semoir, on les fait intelligemment. Quoi. Tout à fait. C'est ça la grosse problématique. Donc, Quitte à fertiliser le couvert. Hein. il y en a qui le font. Nous, on n'est pas arrivé là, mais oui, j'ai entendu ça, qu'il y a qui fertiliser les couverts. C'est Ouais. Et merci. Du coup, le temps passe avant de basculer dans la séquence questions-réponses, parce que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des questions à poser à nos invités. On voulait vous demander, pour conclure, quel était en fait votre message, le message que vous vouliez transmettre, on pourrait dire le message des messages, quoi, vraiment le truc important que vous avez envie qu'on retienne. Voilà. Grégory, peut-être pour démarrer ? Ouais. Alors, moi, je voudrais vous communiquer un peu d'enthousiasme, parce que c'est vrai que les constats sont lourds. On sait l'inertie du changement. Pour autant, il y a des choses assez géniales qui voient le jour. Et j'ai la chance d'être dans une filière, la filière des gaz renouvelables, et qui a commencé par la méthanisation, où on voit se développer de nouvelles choses à chaque fois. Les pionniers qui ont commencé en 2008, 2010, etc., leur gaz, ils en faisaient de la cogé, donc élec et puis chaleur, et encore, il fallait avoir un usage chaleur toute l'année. L'élevage de porc dont je parlais tout à l'heure, ils ont une nurserie, donc ils peuvent utiliser la chaleur toute l'année, super, c'est pas le cas partout. Ensuite est arrivée la possibilité d'injecter dans le réseau, donc avec une valorisation vraiment très efficace de la production de biométhane qui est faite. Là, aujourd'hui, le produit de l'épuration du biogaz en biométhane, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le CO2 biogénique. Et là, on découvre de nouveaux champs. Avant, il y avait eu le biogaz pour la carburation des véhicules qui se développe, alors qui a été un peu chahuté par le mythe de l'hydrogène, mais ça aussi, on pourra y revenir en discutant tout à l'heure si vous le souhaitez. Et donc, là, aujourd'hui, la valorisation du CO2 biogénique, qui se substitue à des dizaines d'usages dont j'ignorais même l'existence jusque-là. Quand vous faites des pommes de terre en bio, vous allez désinsectiser en balançant par exemple du CO2. Vous avez toutes les cuves Ligne 2, air liquide que vous voyez dans l'industrie qui peuvent être du CO2 industriel, qui est souvent issu du fossile, bien sûr. Là, on a une source de CO2 biogénique. J'ai bu pour la première fois de ma vie une bière avec saturé au CO2 biogénique de méthanisation. C'était une première en France. Lundi. Vous voyez, c'était... Et je suis toujours là. Et donc, vous pouvez faire de la carboglace qui permet de maintenir à moins 80 degrés les vaccins quand on a connu cet épisode compliqué du Covid. Ça sert à étourdir les poulets avant de les tuer pour la consommation. Bref, vous en avez dans des usages dans le textile, etc., dans la démoustication. On fait des pièges avec du CO2. Et donc, on peut utiliser du CO2 biogénique. On a un champ des possibles qui est assez énorme. Et puis après, il y a la possibilité de séquestrer également. Demain, les réseaux qui transportent du gaz aujourd'hui seront complétés par des réseaux peut-être de CO2 biogénique, pourquoi pas, ou de CO2 fossile qu'on va séquestrer, dans la limite de ce que peut apporter la séquestration, parce que c'est un peu comme replanter des arbres. Le mieux, c'est d'éviter d'émettre. Donc, il faut ramener du bon sens. Mais en tout cas, on a un champ des possibles qui n'est pas que techno, et ça je tiens à le souligner, qui est aussi comment on s'approprie les sujets, comment on repense la valorisation de tous ces coproduits pour construire un modèle économique viable et durable. Voilà. Je pense qu'il y a peu de vignerons climato-sceptiques parce qu'on est vraiment aux premières loges du changement, parce qu'on voit vraiment l'impact du dérèglement, notamment les dates des vendanges qui sont de plus en plus précoces, des accidents climatiques de plus en plus réguliers, avec soit des années très sèches ou très humides, et puis des gelées printanières de plus en plus importantes parce que les hivers sont très doux. Donc les vignerons en sont vraiment conscients et je pense qu'ils ont envie de prendre leur part à cette baisse des gaz à effet de serre. Après, pour être un petit peu plutôt pessimiste pour ma filière, est-ce que vraiment la viticulture sera encore une priorité en 2050 quand il fera sûrement très chaud? En Champagne, on a la chance d'être dans le nord, donc nos cépages sont encore adaptés, je pense, pour quelques années à faire du vin, du champagne. Peut-être qu'on fera plutôt des vins de Bourgogne plus tard. Donc, on sait que les latitudes pour cultiver la vigne remontent. On a des
des vignes en Angleterre, en Belgique, bientôt de plus en plus haut. Donc est-ce que aussi au niveau du monde, hein, le champagne, les gens en boivent quand il y a quand même quelque chose à fêter, quand plutôt une bonne énergie. Mais voilà, en 2050, voilà, est-ce qu'il y aura encore l'envie de boire du champagne et de faire la fête? C'est un peu la question. J'espère, et que ça restera un produit peut-être encore plus de luxe, parce que nos rendements vont sûrement encore baisser, parce qu'on va encore sûrement améliorer nos pratiques en ayant de moins en moins recours peut-être à des tracteurs, revenir à des choses plus simples. Il y a l'éco-pâturage qui revient là, les maladies seront peut-être plus présentes, donc directement il y aura moins de raisins, donc il y aura moins de production de champagne, on pourra peut-être plus faire 300 millions de bouteilles pour abreuver le monde entier, donc voilà, tous ces équilibres en matière de viticulture vont évoluer, donc j'espère que voilà, il y aura encore la possibilité de faire du vin en 2050 et qu'il y aura encore la volonté d'en boire. On verra. Enfin, je trouve on est vraiment face à des enjeux qui sont cruciaux. Enfin, faut quand même intégrer ça. Il n'y a pas de solution miracle, ça c'est très clair. Pour autant, je rejoins et je suis vraiment... je trouve qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une boîte à outils qui est juste exceptionnelle. On a la connaissance de ce qui a pu être fait par le passé, on a de la techno aussi qui arrive aujourd'hui, et il y a des outils voilà, qui sont extrêmement intéressants à venir intégrer justement sur une réflexion systémique. C'est vraiment ça la clé. Et par contre, ça nécessite aussi un vrai sursaut collectif, de se dire, ok, on a 10-15 ans en fait, hein, pour insuffler tous ces changements. Moi, je suis persuadée que c'est complètement faisable, en utilisant, encore une fois, du mieux possible nos outils dans un contexte où aujourd'hui, ça va. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de problème majeur géopolitique, de famine, de tout ce qu'on veut. Donc, profitons-en. Enfin, c'est vraiment le moment de travailler ces sujets-là. Et simplement pour reboucler par rapport à votre question, nous, au niveau de Terrasolis, cette année, on travaille sur un très gros projet lauréat auprès de la Banque des Territoires. On travaille sur un site démonstrateur sur les transitions agricoles, alimentaires et énergétiques. Parce qu'on voit qu'en fait, les trois sujets sont vraiment tous imbriqués et absolument tout est lié. Où on va travailler justement sur les modèles de production bas carbone, comment on peut utiliser du mieux possible la production de biomasse, parce que ça c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé, on pourrait en parler des heures, mais il y a pas, enfin faut le dire aussi hein, clairement, il n'y aura pas de la biomasse pour tous les usages, hein. Ça c'est très très clair, donc il y aura des arbitrages, il y aura de la gouvernance à faire, et c'est des vrais sujets, je pense, politiques. Il faut arrêter de croire voilà, que chacun pourra utiliser la biomasse pour décarboner son propre scope. Ça n'est pas possible simplement pour des limites physiques. Donc comment on peut utiliser cette biomasse du mieux possible pour des filières alimentaires et des filières énergétiques, avec cette logique aussi hein, de bouclage des flux, d'utiliser du mieux possible les nutriments, intégrer évidemment les besoins du tissu industriel local, ça c'est absolument essentiel, et évidemment aussi comment on intègre les parties prenantes, comment on intègre les citoyens, parce que quand on parle chaîne de valeur, quand on parle consommation alimentaire, ça va jusqu'à la consommation. Évidemment que tout le monde est lié, et donc c'est un peu voilà tous les sujets, toute l'ambition qu'on a sur ce projet-là, qu'on est en train de structurer pour, on espère, avoir un gros financement à partir de 2025 et travailler donc sur physiquement le site de Béquenay, là, le site de Terrasolis, sur en fait une même unité géographique où on va venir combiner tous ces leviers, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que souvent on travaille d'un côté l'agronomie, d'un côté l'étude de marché, d'un côté l'appropriation par les citoyens, d'un côté la méthanisation. On peut aller jusqu'à effectivement la valorisation de gaz de type hydrogène, de type CO2. Donc ça fait aussi partie du projet d'avoir voilà, un CO2 alimentaire produit évidemment sur site. Donc ce qui est extrêmement pertinent, c'est d'avoir toutes ces approches-là qui sont travaillées en même temps. Et c'est vraiment la clé, avec un soutien évidemment politique et sociétal. Merci. Ouais, je dirais juste, tout
C'est une question en fait de rapport au temps aussi, hein, puisque finalement, nous, êtres humains, on a une vision en gros du siècle. Est-ce que si on se projette à l'échelle de l'humanité, de se dire que finalement, pendant un siècle, il y a une paire de mecs là, qui se sont amusés à taper dans le sol, à utiliser du pétrole, est-ce que ça restera pas une virgule dans l'histoire de l'humanité? Oui, est-ce que ça va quand même laisser quelques traces dans les écosystèmes globaux? Voilà, à l'échelle de l'agriculture, ça fait 20 ans, on se dit, de toute façon, le matériel, ça augmente, enfin, à un moment, on va atteindre les limites. Là, je m'aperçois que tous les ans, il y a toujours une batteuse qui est toujours plus grosse que l'année précédente. Bon, voilà, je crois beaucoup à une énergie alternative, hein, mais je ne sais pas encore pour l'instant si elle se dessine. Donc, moi, j'ai encore une trentaine de saisons, une trentaine de tests pour voir. Donc, voilà, pour le pari, on se retrouve dans 30 ans, et puis ça fait dur, quoi. Merci. C'est maintenant Avant, il y a un lien qui est important, c'est le lien qu'on a avec l'agriculture, c'est l'alimentation, la boisson, tout ça. Donc ça, on va y aller dans pas longtemps après, parce qu'on a un peu de retard. Mais avant, c'est le moment, c'est là où vous pouvez vous poser des questions. Oh là là. On a le droit à un joker ou pas? Ouais, bonjour. C'est pour, on n'a pas du tout parlé de qu'est-ce qu'on produit en fait. On a juste dit comment produire mieux. Il y a bien un moment où j'espère on va décider de qu'est-ce qu'on produit en France et la quantité. Et viendra la question de comment est-ce qu'on fait changer les agriculteurs pour leur dire maintenant est-ce que vous pouvez faire ça au lieu de ce que vous faisiez avant parce que la quantité nationale à produire c'est plutôt ça. Donc comment est-ce que les agriculteurs peuvent se préparer à justement changer, même pas juste la façon de faire, mais le produit qu'ils vont faire. C'est pour moi, j'imagine. Il y a des choses. C'est un vrai paradoxe parce que quelque part, on est sur une production, ça prend globalement 1 an à produire. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On va me dire c'est pas beaucoup parce que quelque part, bim, là cet été, je moissonne, allez, je prépare une feuille blanche, qu'est-ce que je fais derrière? Néanmoins, il faut quand même se projeter en fait sur des rotations. Par ici, on est plutôt sur une rotation de 4-5 ans avec blé, orge, betterave, un peu de colza. Quand vous avez une démarche régénérative, vous allez vouloir allonger plutôt vers 7, 8, 9, 10 ans. Moi, on commence à me et à me dire pourquoi tu ne mettrais pas un peu d'épeautre? Parce que ouais, j'ai goûté du pain d'épeautre. C'est pas mauvais du tout en fait. Voilà, vous savez, tous les problèmes de gluten, tout ça, et patati et patata. Voilà, donc après, la question derrière, c'est les filières artisanales, industrielles, voilà, qu'il faut réussir à construire. Alors, je veux dire, c'est paradoxe, tout à l'heure tu nous dis que tu ne vends pas par toi-même, c'est les autres qui vendent pour toi, et là, on te challenge pour faire quelque chose. Voilà. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, à notre petite échelle, on entreprend un peu de valoriser ces légumineuses, hein, comme je disais, le parent pauvre. On a quelques amorces, quelques gens qui ont ferré parce qu'on a une démarche, je pense, un peu pionnière. Mais je pense que je n'aurais pas 10 comme ça. Donc, les potes, je ne pas beaucoup, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt, mais il va falloir trouver le fier derrière. Cette année, j'ai fait du sarrasin, parce qu'avec les conditions qu'on a eues, j'ai un champ, c'était hydromorphe, j'ai pu y aller là, il y a quelques semaines de ça. Je fais du sarrasin, je commence à dire ça un peu à droite à gauche, je me dis, tu vas le vendre. Je sais pas pour l'instant. Il va falloir que je me démerde en fait entre septembre et octobre, là, quand je vais avoir un peu de visibilité sur le rendement, je vais dire, tiens, je vais peut-être faire qu'un demi-camion. Alors c'est pas bon, hein, c'est pas CO2 friendly, ça c'est sûr. Mais le sarrasin, il s'en consomme des tonnes du côté de la Bretagne, qui revient partout ailleurs en mode galette. Voilà. Mais je sais pas, hein, peut-être que je trouve un copain qui va s'amuser à faire des galettes de sarrasin. Tu fais des galettes aussi. Voilà, c'est toute une souplesse en fait, et c'est toute une démarche, une philosophie dans la tête. Faut être agriculteur, commerçant, faut être assez agile. Tout seul, j'y arriverai pas. Hein. Tout seul, j'en serais très loin. Tout seul, je serais pas ici. Si tu permets. Je voudrais juste compléter sur le volet matériaux qu'on n'a pas abordé véritablement, mais qui est un sujet aussi. Il s'avère que je suis administrateur du pôle européen du chanvre, qu'on a lancé il y a finalement quelques années, mais qui est sorti là. C'est une société coopérative qui est sortie l'année dernière. Et donc, le chanvre est une plante formidable où on valorise tout jusqu'à la poussière. C'est assez génial, ça pousse dans des sols très pauvres.
Super, et on lui demande aujourd'hui de venir se substituer à un coton. Alors le coton n'a pas de 30 essais, un coton c'est pour 12 ans. Donc là, dans une vie de paysan, je sais pas, ça limite le test. On lui demande de substituer un coton qui est très consommateur d'eau. Pour autant, il faut avoir des engagements d'agriculteurs qui arrivent à avoir une quantité suffisante pour avoir un outil de transformation qui va derrière venir permettre de travailler la fibre pour ensuite l'envoyer dans les filières textiles. Le jour où il y a une crise, par exemple en Ukraine, où il n'y a plus de tournesol, et ben, tous les coopérateurs donc le tournesol devient très bien rémunéré, il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je n'honore pas mon contrat et je passe à du tournesol dans une démarche un peu opportuniste. Donc il y a aussi ces injonctions que vous évoquiez, il y a le contexte géopolitique international, bref, et c'est la complexité qu'on évoque depuis le début. Et il faut vivre dans cette complexité. Donc il faut avoir aussi, je pense, une colonne vertébrale forte, une vision assez claire de là où on veut aller, si on veut arriver à maîtriser tout ça, et pas être dans ces aléas. Voilà. Merci pour vos réflexions et vos engagements, très très inspirants, mais donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes des pionniers, et je voudrais avoir un peu votre position sur, si on élargit un peu le scope, sur l'évolution plus générale de l'agriculture. Quand on voit, par exemple, dans l'enseignement, en fait, les choses ont très très peu changé. Alors j'ai bien compris la position expliquée par Romuald. Bon, un agriculteur aujourd'hui de 55 ou 58 ou 59 va tout bousculer, pas tout remettre en cause. Mais l'enseignement a très peu changé en fait. Quid de la vitesse d'évolution de l'agriculture sur tous ces sujets en fait? Est-ce que vous avez un avis un peu sur ces questions? Alors moi j'ai une anecdote, et puis je serai très rapide pour pouvoir passer la parole aux autres. Dans mes adhérents, j'ai des lycées agricoles. Parce que nous, on a toute la chaîne de valeur. Dans les apporteurs de solutions, pour moi, il y a aussi l'apport en expertise, donc la formation agricole. Je pense notamment au lycée agricole de Bar-le-Duc, en région, qui a été un pionnier sur la formation à la conduite des unités de méthanisation. Aujourd'hui, il galère, alors qu'il y a 1700 unités en France, qui sont très demandeuses d'avoir des gens formés pour venir piloter ces sites, et il y en aura encore beaucoup d'autres à venir. Il galère à trouver des candidats. Voilà, ça résume un peu les choses. Donc on va en chercher, un par un. Et quand je dis un par un, c'est vraiment un par un. Moi j'accompagne, quand on a des salons, des choses comme ça, à aller chercher des gens, à leur expliquer le métier, à leur expliquer la filière. On a sorti un fascicule qu'on remet à jour tous les ans sur l'ensemble des formations, courtes, longues, diplômantes ou pas, pour convaincre. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire de ce point de vue-là, en effet, parce que ça illustre un peu le commentaire, le constat que vous faisiez. Une question, oui, bonjour, à Romuald aussi. On a visité il y a quelques temps, donc avec le Chiffre Projet, le groupe local du Chiffre Projet de Reims. On est allé voir un agriculteur dans l'Aube qui nous a fait une présentation d'agriculture de conservation, vraiment passionnant, démonstration de l'état des sols, comparant par ailleurs à son cousin qui était juste à côté, qui fait du bio et qui démontrait à quel point ces sols en conservation par-dessus le direct étaient vraiment très très vivants, mais ne pouvant pas se passer du glyphosate. Et lui, faisant ça depuis 20-25 ans, se posait la question de la transmission par rapport à ces nouvelles générations qui vont devoir s'équiper de mécanique et vous avez évoqué le sujet de la PUMA et des investissements en machines. Cette incertitude-là et ce sujet qui est un sujet qui nous a interpellés, puisque nous, on est plutôt des consommateurs, donc a priori au départ, on avait cette approche évidemment très, très théorique du sujet. Comment est-ce que c'est abordé par rapport au développement de cette agriculture de conservation, ce sujet glyphosate? En gros, il expliquait qu'il était contraint d'utiliser en début d'année pour, malgré tout, nettoyer très rapidement, à très petite dose, les couverts d'hiver. Ce qu'il dit, c'est vrai, pour le coup, on est dans les mêmes modèles. En fait, la problématique du glyphosate, c'est que médiatiquement, on vit ça comme ce qui est pratiqué aux États-Unis. En 2008, pendant qu'il y avait les premiers métals qui s'installaient en France, moi j'ai fait une moisson aux États-Unis.
Non, je comprenais pas, je fais, bah, tiens, on met un coup de pulvé, là, juste avant le moisson. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la maison, tout ça, je fais, bah, on a un coup de pulvé, là, il met un coup de glypho, juste avant le moisson, pour mûrir, pour faire dessécher. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en Europe, on n'en est pas à ces méthodes-là. Donc oui, bah, le glypho, en tant qu'agriculteur, ça nous fait parler hein, d'utiliser des molécules chimiques, etc. etc. Mais là, dans l'agriculture de conservation des sols, nous, quand je vous disais tout à l'heure, on vient un petit peu à travailler parce que justement, voilà, il faut qu'on réussisse à travailler ces 2-3 premiers centimètres là, pour enlever un peu toute cette flore voilà, indigène qu'on ne veut pas sur notre année de culture. Mais la grosse problématique en agriculture, et le gros frein finalement à partir sur le modèle bio, en fait, c'est la pression des mauvaises herbes. Voilà. L'aspect maladie fongique, moi cette année, on met de plus en plus d'extraits, on met plus de fongiques, quoi. Et moi le premier, enfin, je ne me sens pas bien, pas à l'aise quand on se balade dans la plaine où ça sent quand même fort les fongicides, là, sur la période printanière. Et c'est surtout que quand j'ai vu la rapidité à laquelle mes résidus de récolte se dégradent quand il n'y a pas de fongies, là ça vous aide aussi un peu à cranter. Donc c'est pas évident, mais nous on a un modèle aussi, on est parti, traditionnellement en agriculture on sème à 16 cm, voilà, 16,5. Nous on est passé en 25 cm. Donc là, ouais, changement. Et ça fait un peu peur, parce qu'on a moins de rendement. En théorie, jusqu'à 29 cm, on arrive à garder des rendements satisfaisants et pas avoir de décrochage. Ça s'est fait sur le côté plutôt frein. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que qui dit 25 cm dit plus de courant d'air quelque part. Qui dit plus de courant d'air, moins de pression de champignons, moins de pression fongique. On fait du mélange variétal. Sur un blé, on va avoir un blé avec du décrochage de 10 à 15 cm de hauteur, ce qui fait que les petits spores ils vont moins se bouger les uns avec les autres. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure de se dire, quid de l'OGM, quid de l'avancée scientifique sur tout ça. Oui, il faut de ça, mais il y a aussi, je reviens toujours à se dire, dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. On commence à revenir à des vieux blés, à des blés rustiques. Moi, mes parents, je ne sais pas pourquoi, ils ont cultivé un blé qu'on appelle la poche. Bon, ils faisaient de la poche. Ils ont 10 hectares de poche. Moi, au mieux, il arrive, 10 la poche. 10 hectares de poche. Je commence à parler de la poche autour de moi, et puis là, je commence à voir des gars qui ont des étoiles dans les yeux. Quand je leur dis le mot Apache. Et c'est tous des meuniers. Je ne sais pas pourquoi, l'Apache, vous dites Apache et un meunier, c'est comme un zérin, vous lui donnez une console, c'est un peu pareil. Voilà. Donc je me dis, il y a quand même un truc là-dessus. Alors oui, c'est des variétés un peu anciennes, un peu fragiles, pour le coup, un peu de décrochage de rendement, mais dans une stratégie, si je peux le dire, sur mon exploitation, de produire un peu de niche, de diversification, j'entretiens un peu ça. Voilà, on vous a perdu, on est parti de glypho, je vous ai vendu de la poche. Mais oui, le sujet glypho, c'est... Merci pour cette réponse. On va prendre une dernière question et puis essayer de répondre rapidement. Je vais essayer de faire vite. Moi, je suis Pierre Lemarquis, je suis le fondateur de la société Banco. Quand on parle de Carbolux, je connais très bien, c'est mon métier, parce que moi, je suis agriculteur, c'est moi qui ai donné le terme à cette profession-là. C'est dédié l'agriculture 100% à justement la biomasse. On n'a entendu que 4 fois, mais on pourra en débattre longtemps, etc. Et l'agriculteur aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très près le projet de Terra Solis sur la BA102, c'est justement ce modèle d'agriculture qu'on doit changer, qu'il faut impérativement changer. Moi, je suis issu d'une famille qui est moitié agriculteur et moitié vigneronne, mais à Beaumard, du coup, désolé. Donc je vois très bien le côté ancien, parce que Renault, vous avez 35 ans, j'en ai 38. J'ai conduit mon premier tracteur Renault Pi Turbo à 4 ans, donc je sais ce que c'est, à 8 ans, pardon. Donc je connais bien les problématiques, et je suis sorti de ma zone de confort. Moi, je me suis dirigé sur le bambou. Il y a Chanvre, qui est notre principal concurrent, mais qui a énormément autant de qualité que nous. Et aujourd'hui, l'agriculteur, il doit vraiment dédier une partie de sa production à de l'énergie, au mix énergétique, 25% en moyenne, et 75% sur le reste pour l'alimentation animale et non animale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis mitigé. Parce que le monde agricole, avant tout, c'est une vocation nourricière. Voilà.
Bon, on m'a demandé une dernière intervention, donc j'accorde. Oui, moi j'ai été vraiment surpris de ne pas avoir entendu le mot agroforesterie. Moi je suis agriculteur particulièrement excentrique, j'ai planté beaucoup depuis 10 ans. Et c'est un système de production agricole. Alors je suis étonné que TerraService ne travaille pas C'est en cours. J'espère que ce sera en cours. Parce qu'en termes de production, maintenant c'est prouvé, on produit 40% de biomasse de plus à l'hectare. En termes de productivité hectare, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, on stocke du carbone, on ralentit le cycle de l'eau, on favorise la biodiversité, on améliore les paysages. Enfin, il y a extrêmement plein d'intérêts, en plus de la productivité à l'hectare qui est intéressante dans l'agroforesterie. C'est une remarque, une question. Merci, parce que je désespérais aussi d'entendre ce mot d'agroforesterie, vous l'avez prononcé, c'est vrai que c'est important. Et je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la région, c'est un bel espoir. Voilà, on arrive à la fin de notre table ronde. On avait voulu être super strict avec les horaires, mais bon, on a débordé. Et surtout là, on vous invite à partager un moment ensemble parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculture c'est compliqué, il y a plein de choses à parler, on manque de connaissances. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris la moitié des choses qui ont été dites parce que ce n'est pas nos domaines d'activité, mais c'est normal. Donc il faut explorer, il faut aller explorer l'agriculture, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut recréer du lien entre les villes et les agriculteurs et les agricultrices, c'est important et c'est ce qu'on a voulu essayer de faire dans le cocktail qui est là. On a demandé à des entrepreneurs de Reims de travailler qui travaillent beaucoup avec des agriculteurs, de nous préparer un buffet sympa. Il y aura du champagne d'un vigneron, je ne vous dirai pas qui c'est, mais bon. Et aussi, il y aura du jus de pomme d'une agricultrice qui est plutôt à des agricultrices, parce que c'est bien, il faut parler des femmes aussi, on a parlé beaucoup d'agriculteurs, mais les agricultrices c'est important, qui est d'un côté plutôt vers Châlons, et qui fait du jus de pomme en bouteille consignée. Donc elle joue aussi sur le côté carbone de l'emballage. Donc merci à vous d'être venus, merci d'être venus nombreux, merci à la CCI de nous avoir accueillis, merci à Carbonétique, l'association qui a permis de faire ça, qui a permis aussi de venir ici, en Champagne, dans la Marne, on puisse parler, faire du bien à vous. Et surtout, merci à vous quatre pour votre intervention.